Dimanche 3 septembre de l'an 2017, premier dimanche donc du mois de septembre. Bienvenue sur l'invité. Nous sommes avec le secrétaire général de l'Ultra Sonapra, Kamar Ouassagari. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'invité. La Sonapra liquidée, des agents licenciés, des mesures d'accompagnement toujours attendues. Le président Talon en mode attente donc dans ce dossier. Et pour conduire l'entretien, Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège, Kamar Ouassagari, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de l'Union libre des travailleurs de la Société nationale pour la promotion agricole. Alors dites-nous, quelle est la situation actuelle des agents licenciés de la Sonapra? Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Avant tout propos, je voulais souhaiter une bonne fête de Tabaski à tout le peuple noir. J'espère, j'ose croire que tout le monde a bien fêté, mais ça n'a pas été le cas pour les musulmans. Pas pour nous musulmans, mais pour nous travailleurs de la Sonapra. Parce que, comme vous le savez, depuis le 5 mai 2017, les travailleurs de la Sonapra ont fait l'objet d'un licenciement collectif. Et depuis ce moment, même s'il y a eu des intoxications au motif qu'il y a eu des centaines, des dizaines de millions qui ont été payés, ce qui n'est pas exact, à l'heure où nous parlons, on pensait que le gouvernement nous allait déjà transférer ce personnel au niveau des nouvelles agences qui devaient être créées. Mais ça n'a pas été le cas. Donc depuis ce 5 mai, tous les travailleurs sont à la maison. Donc vous voyez comment la fête de Tabaski s'est passée. Donc ça n'a pas du tout été la joie comme dans les autres années. Mais n'empêche, le Seigneur a pris les bons vœux de tous les travailleurs musulmans et non musulmans en ce jour. Et je pense que d'ici là, on aura un résultat positif. Et le résultat positif, c'est quoi? C'est que le président, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, va rappeler ce personnel pour les affecter dans les nouvelles agences en création. C'est le souhait, c'est la prière de tous les travailleurs de la Sonapra. Donc c'est le statu quo actuellement? Oui, c'est le statu quo, comme je l'ai dit tantôt. Depuis le 5 mai, tous les travailleurs de la Sonapra sont à la maison et on attend toujours. Il faut dire qu'après ce 5 mai, avec le concours de nos centrales syndicales, l'UNSTB et la CSA Bénin, nous avons pu rencontrer le ministre de l'Agriculture, de l'élevage de la pêche. Et cette fois-ci, avec nos liquidateurs, ce qui n'a pas du tout été possible durant tout le processus depuis le 11 janvier où il a été nommé. Mais au cours de cette rencontre, nous avons pu poser les problèmes qu'on avait avec ce liquidateur et le ministre lui a demandé de nous recevoir expressément pour qu'on puisse débattre sur les points. Mais au lendemain de cette rencontre, on a déposé une lettre d'audience et comme à son habitude, jusqu'à l'heure où je vous parle, ça va être pratiquement plus de 3 mois aujourd'hui, il n'a pas voulu nous appeler. Voilà le mode de fonctionnement du liquidateur et c'est pourquoi rien n'évolue concernant le volet social qui doit être pris en compte surtout dans le transfert du personnel au niveau des nouvelles agences. C'est vrai que le rôle du liquidateur n'est pas de transférer, mais je pense que la discussion qu'on devait mener avec lui et les points qu'on aurait retenus, il pourrait les remonter au niveau du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage qui va les remonter au niveau du gouvernement. Et là, le gouvernement saura dans quelle direction donner poursuivre le processus de liquidation. Mais il n'a pas voulu le faire. Bon, c'est de son propre chef ou bien c'est à dessein, ça je ne sais pas. Les prochains jours nous le dirons. Alors, qu'est-ce que vous attendez concrètement? Non, le personnel de la Sonapra n'a qu'une seule attente. Parce que si vous vous souvenez bien, quand il était question de procéder à la liquidation, le Conseil a clairement dit qu'il y aura la création de 7 agences qui vont reprendre les activités de la Sonapra. Donc l'attente aujourd'hui du personnel, c'est que ces agences soient mises en application comme c'était dit et que le personnel soit transféré dans ces agences. C'est la seule attente qu'on attend. Il n'y a rien d'autre. Quel a été depuis sa création le rôle de la Sonapra? Oui, vous savez, la Sonapra depuis sa création a connu plusieurs rôles. De par son nom, Société pour la promotion agricole, c'est-à-dire que nous avons fortement joué dans la promotion des filières agricoles. Mais c'est vrai que depuis les années 90, l'État, qui est le seul actionnaire de la Sonapra, qui donne la lettre de mission aux différents DG qui sont nommés pour conduire la maison, ont mis un accent particulier sur le volet coton. Et c'est pourquoi beaucoup faisaient la confusion dans le rôle même de la Sonapra
quand vous prenez le commun des Béninois, quand vous parlez de Sonapar, on vous dit Sonapar, c'est le coton. Mais les gens ne voyaient plus l'autre aspect de promotion agricole, parce que la Sonapar avait fermé considérablement ces spéculations. Donc, on a toujours accompagné les producteurs. Et vous vous souvenez, depuis 2012, quand l'État a voulu qu'on fasse une gestion transitoire des usines, parce qu'en 2008, on avait cédé l'outil industriel à un privé. Quand on a repris la gestion transitoire de ces usines, vous avez vu comment la production a commencé par prendre son envol de 2012, 2013, 2014. Et la dernière campagne dans laquelle la Sonapar a eu sa main, a participé, c'est la campagne dont on nous vante les résultats aujourd'hui. On a eu 453 000 tonnes. Donc voilà ce que les travailleurs de la Sonapar ont pu faire. C'est vrai que ce travail n'a pas été fait uniquement par les travailleurs de la Sonapar. Il y a les agents contractuels de l'État, qui étaient les 1045, qui sont le ministère de l'Agriculture, du Élevage et de la Pêche, qui ont aussi fortement joué parce qu'ils étaient aussi à la base, on travaillait fortement ensemble. Et c'est ces actions combinées qui nous ont permis d'atteindre ces résultats. Et c'est l'occasion pour moi de lever l'équivoque. Si vous vous souvenez, il y a quelques jours, beaucoup de journaux ont titré que les agents de la Sonapar sont en train d'être récupérés par l'AIC. Par l'association interprofessionnelle de coton. Je m'inscris en faux. Et c'est le lieu de demander à certains amis journalistes de faire l'investigation avant de sortir une information qui peut tromper tout un pays. Peut-être que c'est encore dans les coulisses, c'est que l'AIC va bientôt faire appel. Non, j'ai pris le temps de lire le contenu de ces articles et c'est que c'était déjà fait. C'était déjà fait. Donc, au fait, il ne parlait pas des agents de la Sonapar, mais il parlait seulement des 1045 agents du MAEP que l'AIC a rappelé une partie, sûrement qui vont rappeler le reste, parce que ça a prouvé aujourd'hui que les 1045 agents n'étaient pas pris parce qu'ils appartenaient à une formation politique ou pas, mais parce que le secteur avait vraiment besoin d'eux. Et c'est sûr que l'AIC a compris et sont en train de les rappeler. Mais ce n'est pas les agents de la Sonapar qu'on a appelés. Et s'il devait y avoir un rappel des agents de la Sonapar, ce n'est pas au niveau de l'AIC, mais plutôt au niveau des nouvelles agences qui vont être créées. Voilà. Vous êtes en train de parler de la production cotonnière. Alors dites-nous, quel est l'impact de la Sonapar dans cette production? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez vu, depuis que la Sonapar est revenue dans le secteur de 2012, vous avez vu que le secteur cotonnier a connu un envol. Et c'est parce que nous connaissons mieux les producteurs, nous les avons toujours accompagnés, parce que nous n'avons fait que ça durant des décennies. Donc, la Sonapar était la seule structure qui faisait la mise en place des intrants coton. Et nous avons, par notre savoir-faire, nous faisons en sorte que, même si les commandes prenaient parfois du retard, aussitôt arrivés, nous faisons en sorte que les producteurs puissent rapidement avoir ces intrants-là. Et c'est d'ailleurs pourquoi, avant même avril 2016, vous allez remarquer que tous les intrants dont les paysans avaient besoin pour lancer la campagne étaient déjà mis dans les différents magasins qui se situent au niveau des différentes communes productrices de coton. Voilà ce que nous avons fait. Nous n'attendons pas. Nous n'attendons pas parce qu'il y avait la matière, on savait ce qu'on avait à faire. Alors avant d'aborder le volet politique de cette émission, M. Kamara Ouassagari, est-ce que vous pensez que si on s'occupe effectivement des filières agricoles, on peut enclencher un véritable développement pour notre pays? C'est la seule porte de sortie. Parce qu'aujourd'hui, il faut assurer l'autosuffisance alimentaire. Et si un ventre qui a faim ne peut pas penser développement, donc il faut faire en sorte que le pays ait une autosuffisance pour que les excédents même puissent être exploités. Et c'est sûr, ça va faire rentrer des devises. Mais on doit pouvoir mettre un accent particulier. Pourquoi même pas c'est vrai que tous les secteurs sont prioritaires aujourd'hui, mais quand vous devez faire le pourcentage dans le budget national de ce qu'il faut allouer à chaque secteur, je pense que le secteur agricole doit prendre une part considérable. Alors, comme l'annonçait tout à l'heure Nadège Didimon, nous allons parler politique à présent. Vous êtes un ancien conseiller technique du président Thomas Boniaï à la cellule de contrôle des projets de développement. Vous êtes également membre de la grande formation politique FCBE. Alors dites-nous, comment se porte cette famille politique aujourd'hui? Oui, merci beaucoup. C'est le lieu pour moi de remercier l'ancien chef d'État qui m'a fait l'honneur de me nommer
un poste aussi important comme conseiller technique à la cellule de suivi des projets de développement. C'est vrai que depuis le 6 avril, il y a eu un changement. Le 6 avril 2016, il y a eu un autre président à la tête du pays que nous prions de tout nos voeux pour qu'il réussisse sa mission. Mais les forces que le point venir émergent, pour ceux qui ont suivi l'actualité ces derniers moments, vous allez comprendre qu'il y a une tournée de remobilisation qui a été entamée. Et cette tournée a permis d'aller dans tous les départements du pays. Et l'engouement que les populations à la base, les militants FCBE, même que les militants qui n'étaient pas avec FCBE, des gens qui avaient quitté la liste FCBE pendant les différentes élections, l'engouement qu'ils ont montré pour revenir et participer à ces assises nous prouve que les forces européennes Bénin émergents ont toujours leur mot à dire. Vous avez mobilisé du beau monde pour cette tournée. Oui, et ce n'est même qu'une infime partie, parce que ce n'était pas tout ce monde qui était appelé. Il y avait, je prends une commune, un département comme l'Atakora, c'était 10 personnes par commune qui devaient venir. Mais nous avons constaté que après, en dehors des 10 personnes, quand un membre apprend qu'il y a quelque chose, spontanément, sans aucun communiqué, et spontanément, ils viennent. C'est pour dire, et avec ce qu'ils ont dit au cours de ces rencontres, on a compris qu'ils avaient soif de voir la tête, l'instant dirigeant des forces Corée. Et je pense, avec les promesses qu'ils ont eu à faire, que les 2019 ne peut pas se faire sans les FCBE. De toute façon, nous savons le faire. Nous avons toujours été la première force politique dans le pays. Et ce n'est pas aujourd'hui, surtout en voyant les conditions dans lesquelles ces populations sont traitées maintenant, ce n'est pas aujourd'hui on va se dire que les FCBE vont mourir. Les FCBE se portent bien. Les FCBE se portent très bien, comme un charme. Parce que même ceux qui nous ont quittés, vous et moi, chacun de nous avons un seul vote. Et la population à la base, c'est là où même le grenier électoral, et ils ont chacun, même s'ils ont un vote, c'est eux qui vont voter. Ce n'est pas ceux qui nous ont quittés. Et nous savons fortement qu'ils vont toujours voter le Cori. Et donc, il n'y a pas de souci à se faire dans ce cas. Alors, comment appréciez-vous la gestion du pays sous le président Talon? Vous savez, vous qui avez travaillé avec le président Yahya Boni, vous devez être mal à l'aise aujourd'hui. Mal à l'aise parce que quand vous voyez les conditions de vie de nos populations, c'est les conditions qui ont vraiment chuté. La joie qui animait chaque foyer, quand vous allez, que ce soit sans distinction d'appartenance politique, mouvance, opposition, cette joie-là, on ne constate plus ça. Donc c'est pour vous dire que le pays a régressé. C'est vrai, les gens vont intoxiquer, comme ils l'ont fait par exemple par rapport au tout de Sonapa et les ACE, pour dire ça va. Mais s'ils finissent d'écrire, ils savent qu'eux-mêmes, que s'ils avaient l'habitude de manger 3 fois par jour, c'est à peine qu'ils arrivent à manger une fois par jour. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses, on doit revoir beaucoup de choses parce que ça ne va pas dans le pays. Et vous pensez que c'est les licenciements abusifs qui ont finalement créé des problèmes dans le pays avec déjà une crise sociale qui ne disait pas son nom? Non, la crise, on peut parler de la crise sociale. On a connu des crises depuis 2008, mais on a toujours su comment aborder cette crise et comment faire pour que les recettes de l'État soient distribuées. C'est pourquoi il avait le concept de prospérité partagée. Mais c'est vrai que maintenant, on ne sent plus cette prospérité partagée. Et au niveau du gouvernement actuel, quand vous voyez des licenciements, c'est vrai, si on parle de licenciements, on va toujours penser que c'est parce que nous sommes peut-être concernés dans le cas. Mais il faut vous dire, même quand vous prenez les bonnes dames qu'on a cassées, sans aucune mesure d'accompagnement, quand vous voyez les pressions qu'on met sur des maires qui ne soutiennent pas l'action du gouvernement, quand vous voyez, en dehors des bonnes dames, des ennemis qu'on chasse dans certains endroits, et tout ça là combiné, c'est que vous voyez que ce n'est pas le Bénin qu'on a connu. Non, mais le pays est un peu tendu quand même. Des réformes incluses dans son PAG qu'il veut coûte que coûte réaliser. Oui, PAG. C'est vrai qu'il y a des réformes, c'est des promesses d'action du gouvernement. Excusez-moi, des programmes d'action du gouvernement. Des programmes d'action du gouvernement. Vous voyez, j'ai vu, par exemple, quand vous allez au niveau de la descente de l'échangeur de Weiwa,
ils sont en train de mettre des fleurs. Quand vous allez au niveau de Missebo, ils sont en train de mettre d'aller, ils vont mettre des fleurs. Bon, c'est pas ça le Béninois veut. Le Béninois veut s'assurer au moins d'avoir son 100 francs dans la journée. C'est pas sortir de... Quelqu'un qui sort de sa maison pour voir des belles fleurs, c'est pas ça son problème. Il faut d'abord assurer le quotidien là. C'est quand on finit d'assurer le quotidien maintenant, qu'on peut aller regarder les belles fleurs, celui qui a faim. Même s'il a les belles fleurs devant lui, il ne pourra pas voir ses fleurs. C'est ça qu'il faut... Mais est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas penser quand même à créer notre ville? Non, vous voyez, moi je le dis toujours, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on ait un programme à long terme de développement du pays. Il ne faudrait pas que ce soit un président qui vienne, qui dise voilà ce que je compte faire. On doit pouvoir mettre un programme à long terme sur 50 ans par exemple. Et tous les présidents qui vont se succéder doivent pouvoir continuer l'œuvre que les présidents ont déjà fait. Même s'il faut consolider ce programme, il faut le faire. Parce qu'on a connu Bénin à la FIA 2025 qui est en train de finir, mais on vit maintenant des programmes, chaque président a un programme d'action, mais si on ne fait pas, si on n'a pas une vision à long terme, une vision globale du développement du pays, je pense que tout ce qu'on a, les présidents vont venir, chacun va faire ce qu'il a à faire, mais on ne va jamais atteindre ce développement. Mais s'il y a un programme, on fait obligation à tous les présidents qui se succèdent de suivre le même cheminement, c'est sûr que à l'orée du temps qu'on aurait donné à ce programme, le Bénin va être un autre Bénin. C'est vrai que chaque président a ses ambitions, mais c'est pourquoi pour faire ce programme, il faut que toutes les forces sociales puissent être réunies, comme ils avaient fait peut-être pas avant, comme pour Bénin à la FIA, toutes les couches soient réunies pour ensemble, pour que le pays définisse là où on veut atteindre. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui s'il y a des réglages à faire pour que le pays puisse avancer? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Non, s'il y a quelque chose à faire aujourd'hui, c'est le chef de l'État. Il doit pouvoir dire, c'est vrai, là, depuis mon arrivée, ce que je voulais pour mon peuple, on n'arrive pas à atteindre ça. Il faudrait alors qu'on appelle les uns et les autres pour qu'ensemble, on puisse s'asseoir. Mais c'est à lui seul de décider, mais s'il ne le fait pas maintenant, de toute façon, c'est un mandat, c'est 5 ans. On va prier pour que le prochain président qui va venir puisse pouvoir mettre ça pour que le Bénin soit développé. C'est très important. Mais pour le moment, à l'heure actuelle, où Patrice Talon est en train d'exécuter son mandat, est-ce que vous n'avez pas des recommandations à lui faire pour quand même une bonne gestion des affaires étatiques? Non, en termes de recommandations, c'est vrai, je suis très jeune, parce que je ne suis pas président de la République, je n'ai jamais été président de la République, je ne peux pas savoir tout le poids qui supporte, c'est une charge qui est trop lourde. Il y a des paramètres que nous ne maîtrisons pas, nous Béninois, mais il faut tenir cette charge pour savoir de quoi il est question. La preuve, vous allez voir qu'il y a des trucs qu'on disait avant de prendre le pouvoir, mais quand on finit de prendre le pouvoir, on fait autre chose. C'est parce qu'il y a des réalités dont nous, on n'est pas informés qu'eux, ils ont. Donc, mais moi, je vais quand même le dire. Il est quand même important, comme on le dit dans la tradition africaine, que c'est sur l'ancienne corde on tisse la nouvelle. Donc, il est très important que le président actuel puisse rencontrer les anciens présidents. Je pense qu'on doit avoir encore 2 en vie, le président Nicéphore Dieudonné Soglo et le président Yahya Boni. Ils puissent pouvoir quand même tirer le profit de toute l'expérience qu'ils ont connue. On ne peut pas venir et effacer tout et dire qu'on va faire... C'est les opérateurs économiques. Hein? Oui, les opérateurs économiques, de toute façon, on a forcément, quel soit le président qui est en place, a forcément besoin d'eux. Et c'est pourquoi il est important que le président Talon et le président Adjavon, qui est le président du patronat puissent s'entendre pour pouvoir penser au développement du pays. On a toujours dénoncé ici la charge qu'on faisait, en griffe, qu'on faisait à certains opérateurs. Parce que si on rappelle bien, Adjavon avait eu un redressement de plus de 35 milliards. On a eu les éditoriaux que les gens ont mis, mais je pense que c'est pas le moment qu'on essaie un affrontement entre les hommes politiques et les opérateurs économiques. Il est très important qu'on puisse les impliquer dans le développement du pays. Parce que si vous voyez même, le programme d'action du gouvernement
a mis une part importante, il y a une part importante des opérateurs économiques pour sa réussite. Même dans le budget de 2010 milliards, bon, qu'on ne va plus atteindre, parce qu'avec les différentes situations, mais vous allez voir, le secteur privé avait un rôle important à jouer. Mais si on ne sent, ce secteur privé ne sent pas, n'a pas une certaine confiance au pouvoir public, c'est évident qu'ils ne vont pas accepter de mettre un franc. C'est pas la peine de fragiliser. Donc, il faut éviter ce bras de fer avec les opérateurs économiques pour le bien de tous les Béninois. Alors, avant de conclure cet entretien, M. Kamara Ouassagari, vous êtes donc le secrétaire général de l'Ultra Sonapra. Aujourd'hui, lorsque vous rentrez à la Sonapra, dites-nous un peu comment ça se passe. Est-ce que vous arrive de retourner dans la maison? Et quelle image, quel est le décor? Quels sont vos rapports avec les autres, les membres du personnel, de l'ancien personnel évidemment de la Sonapra? Qu'est-ce qui vous anime lorsque vous passez avec votre voiture devant la Sonapra? Oui, merci beaucoup. Il faut dire que depuis le 5 mai, et lors du licenciement de tous les travailleurs, et c'est vrai que nous sommes allés 2 semaines après retirer les lettres de licenciement. Depuis le retrait des lettres de licenciement, je n'ai plus mis pied à la Sonapra. Parce que quand vous avez un liquidateur qui veut utiliser la ruse et la rage pour pouvoir gérer un tel processus, il faut éviter de faire certaines choses. Il m'arrive de prendre devant la Sonapra parce qu'on ne peut pas m'empêcher de circuler. Je vais au ministère de la Santé, je prends devant la Sonapra, mais je regarde l'entrée de la Sonapra avec tout le dispositif qu'ils ont mis. Mais j'ai foi en Dieu. Donc les dispositifs sécuritaires et autres qu'ils ont mis, et étant donné que je n'ai plus quelque chose à l'intérieur, je n'y vais pas. Mais en passant, j'ai toujours foi en une chose. C'est que s'il y a un Dieu qui existe, et que le Bénin veut vraiment se développer, c'est que ce soit maintenant ou après, la Sonapra reviendra. J'ai foi en ça. Peut-être que je ne serai plus agent de cette Sonapra, mais je sais qu'elle reviendra. Donc, et comme je l'ai dit, un mandat, c'est 5 ans. Donc, si un autre président vient et que dans sa politique de développement agricole, il estime, parce que vous avez, c'est unanimement que tous les hommes politiques estiment que la Sonapra ne doit pas disparaître, ils estiment qu'il faut que la Sonapra revienne, ça va revenir, parce qu'on ne connaît pas l'avenir, mais il y a cette foi-là qui m'anime, et je sais que la Sonapra va revenir. Ça peut être, on ne peut ne plus être là. C'est le mot de saluer mes collègues qui sont là, qui continuent qui ont toujours foi pour que cette reprise soit faite. Et je vais demander au président de la République qui a des compétences au niveau de la Sonapra qui n'est pas bien de le mettre au carreau. Les travailleurs sont toujours en attente. Ils espèrent toujours leur rappel dans les nouvelles agences en création. Et vu le niveau de production qu'on a atteint cette année, il ne serait pas intéressant qu'on dise que la production a chuté. C'est vrai qu'une production, ce n'est pas forcément les hommes, il y a aussi le climat qui joue. Et avec les pluies que nous rencontrons, c'est un climat favorable. Il faudrait alors que les producteurs puissent se sentir en confiance, puissent se sentir accompagnés pour qu'on puisse en rester plus que ce qu'on a connu. Mais de toute façon, le peuple ne va demander des comptes qu'au président de la République. Mais je pense pour qu'il puisse sortir la tête haute, pour qu'il marcher tête haute, comme lui-même l'a souhaité, il faudrait alors qu'il se dise j'ai besoin de 16 années de la Sonapra pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et nous sommes disponibles, nous sommes toujours prêts et tout le monde attend seulement le mot d'ordre du président de la République. Et comme je le dis, j'ai foi que, comme lui-même a promis en mars 2016, qu'aucun travailleur des structures liquidées ne va rester à la maison. Je me suis dit, c'est peut-être avec les petites difficultés qu'on a eues ces derniers temps, je suis sûr que d'ici là, il va rappeler ce personnel. Mais s'il ne le fait pas, on saura que c'est lui qui n'a pas voulu tenir sa parole. Bonne fête de Tabaski, le week-end se poursuit et on est dimanche, bonne fête. Merci Continuez beaucoup. La fête et qu'elle soit belle. Merci beaucoup et que cette grâce de la fête de Tabaski s'étend sur tout le pays. Les prières que les imams ont eu à formuler, que ces prières puissent quand même rejaillir et que d'ici, dans les jours à venir, qu'au lieu d'avoir un visage crispé, qu'on puisse revoir un sourire ici au niveau de tous les visages des Béninois.
Merci à vous, Kader Achirou, pour avoir conduit l'entretien avec nous. C'était donc M. Kamarwa Sangari. Il est le secrétaire général de l'Ultra Sonapra. Retenir donc de l'entretien, c'est le statu quo à la Sonapra. Les travailleurs sont toujours en attente et les anciens agents de la Sonapra ont foi et savent évidemment que le président Talon est un homme de parole et qu'il tiendra effectivement ses promesses. Merci à vous pour l'attention. À dimanche prochain pour notre numéro. Portez-vous bien d'ici là. Au revoir.